Prenons un exemple très concret, le cognac. Je ne savais pas à quel point les Américains sont amateurs de cognac. C'est vrai, là on a 2 Américains, vous êtes... oui Ils ont raison. Ils ont raison. Alors, bon, Renaud Girard est un maître en matière de vin et spiritueux. 40% des exportations françaises vont aux États-Unis. Ça paraît, voilà. 35 là, vers la Chine aussi. Combien ? 35 vers la Chine. Voilà, les Chinois aussi. Ça, c'est un talon d'Achille extrêmement important. Non, bien sûr, on avait le patron qui représente le syndicat justement des vins et spiritueux sur notre plateau un petit peu plus tôt, et qui était très timoré, j'allais dire, dans son approche, expliquant qu'il était d'humeur combative, mais qu'il ne souhaitait pas l'escalade. Et quand on lui a demandé de définir de manière très concrète ce que ça voulait dire d'être combatif sans chercher l'escalade, il a eu quand même du mal à mettre des mots sur la manière dont ils allaient s'y prendre. C'était quelques minutes avant qu'il ne soit reçu à l'Élysée. J'imagine qu'il y a eu des éléments de langage qui ont circulé sur la manière de se comporter et les propos à tenir, en attendant peut-être une approche sectorielle avec un tir groupé et non pas isolé. Vous êtes toujours avec nous, pardon, Jean-Philippe André. Vous êtes, je rappelle, l'ancien président de l'Association nationale des industries alimentaires et de Haribo France, donc les bonbons. Est-ce qu'il y a une peur, comme on le dit ici, c'est-à-dire que si on attaque Trump, il peut être encore plus dur, par exemple taxer le cognac encore davantage ? Oui, parce que je pense que, mais ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un, je pense que la réponse, elle doit venir, mais elle doit être extrêmement réfléchie et mesurée. Moi, je vais juste donner un exemple. Pas plus tard que ce matin, j'étais en discussion avec un distributeur à Hong Kong, juste pour sortir un peu du créneau français. Un grand distributeur pour nous. Eux, ils se prennent 34% de taxes, ils se sont pris 2 fois 10% dans les 5-6 dernières années. Donc, grosso modo pour eux, ils en sont en plus 50. La position des Chinois, enfin de cet homme d'affaires de Chinois, c'est incompréhension totale. Ils prennent Trump complètement au sérieux, et quelqu'un l'a dit, tout ceci a été écrit, et maintenant ils vont s'adapter. Maintenant, pour répondre à votre question en ce qui nous concerne, sur nos secteurs, quand il y a eu la première vague Trump 1, il y a eu une équation presque implacable, 1% de hausse de taxes douanières, et c'était vrai dans les alcools, mais c'était vrai aussi pour les produits laitiers, 1% de hausse, moins 1% de volume. Donc la projection, et j'espère que ça n'arrivera pas, qu'on peut avoir devant nous, c'est 20% d'augmentation, 20% de volume en moins. Oui, et je voudrais juste me permettre de revenir sur une question que vous posiez, M. Rogemin, tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut faire peur à Trump, à M. Trump ? Je pense qu'il faut qu'on ait un peu de temps, mais ce qui peut lui faire peur, c'est ses propres électeurs et le consommateur américain lui-même. Parce que je pense qu'à la fin, comme chez nous, c'est toujours le consommateur qui décide. C'est-à-dire que ces droits de douane vont se transformer très rapidement en un impôt nouveau déguisé pour les Américains. La voiture allemande, on en parlait, je suis dans un groupe allemand, on en parlait cet après-midi, la voiture allemande qui vaut $50 000 aujourd'hui va coûter $60 000. Il semblerait, les premières extrapolations qu'on fait sur un iPhone font que l'iPhone va augmenter de 30 à 40%. Jean-Philippe André, merci beaucoup de vos explications. C'est très précieux effectivement de vous avoir. Merci beaucoup. Que dit Trump ce soir ? Il faut écouter maintenant dans son intégralité ce petit clip qu'il a produit. Et regardez bien les images, le choix des images, et notamment, comme vous le soulignez tout à l'heure, Renaud et Louis, il insiste sur les images des ouvriers américains. C'est pour eux, dit-il, que je fais tout cela. Regardez. C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. Mes chers compatriotes américains, c'est le jour de la libération. Le 2 avril 2025 restera à jamais dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine, le jour de la reconquête du destin de l'Amérique et le jour où nous avons recommencé à enrichir l'Amérique. Les métallurgistes, les ouvriers de l'automobile, les agriculteurs et les artisans qualifiés américains ont assisté avec angoisse au vol de nos emplois par des dirigeants étrangers, au saccage de nos usines par des tricheurs étrangers et à la destruction par des charognards étrangers de notre rêve américain autrefois si beau. Notre pays et ses contribuables ont été escroqués pendant plus de 50 ans, mais cela n'arrivera plus. Voilà, vous avez vu ces images, notamment Ford, Ford qui est vraiment le symbole par excellence de l'industrie américaine. On comprend, on voit à quel point il dit c'est pour mes ouvriers que je fais tout ça.
Oui, tout à fait. Et alors, il a dit aussi dans une autre déclaration, les rois, les reines, les présidents peuvent venir me voir, mais ils n'ont qu'à acheter des produits américains, ils n'obtiendront rien. Donc, effectivement, il est déterminé. Et qu'est-ce qui l'intéresse? C'est effectivement son électorat, et son électorat, c'est celui-là. Et alors, pour d'autres produits qui sont des produits de luxe, en fait, ça ne changera pas grand-chose pour les Américains qui les achètent. Oui. Mais c'est normal parce que Trump, vous voyez, la voiture, elle a été plutôt inventée en France, mais elle a été popularisée. La voiture populaire, c'est Ford. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que tout le monde a une voiture. C'est les Américains qui ont inventé ça. Non. Et les chaînes de production, etc. Et de voir aujourd'hui que plus de la moitié des véhicules qui roulent aux États-Unis sont d'origine étrangère, ça lui fait profondément mal, alors que c'était au départ, c'était un produit vraiment Regardez américain. cette image, hein, vous parlez de Ford, voilà. Ford qui est dans l'histoire des États-Unis quelque chose, un symbole si fort, lui il dit mon Amérique, c'est ça. C'est le retour du fer et de l'acier contre la finance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notamment ce qui irrigue un des courants trumpistes, c'est le national-populisme, et c'est cette idée que Wall Street, en fait, a fait énormément de mal à l'Amérique et a vendu tous ses boulots à l'étranger et a créé de l'argent fictif dont il s'est engraissé, et donc il déclare d'abord la guerre à Wall Street. Et quand il parle de libération, et c'est le terme qui revient le plus dans la bouche de celles et ceux qui célèbrent ce moment et qui disent ça va être un jour qui va être ancré dans l'histoire des États-Unis, c'est l'idée que les ouvriers américains ont été victimes de deux oppressions. Une oppression par le monde de la finance et une oppression par l'étranger, qui pareillement a vécu de très belles années sur le dos de ces ouvriers américains qui aujourd'hui n'ont plus rien. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est le retour du fer et de l'acier contre la finance, parce que c'est véritablement une guerre contre la mondialisation. Le nationalisme, hein, on a l'impression... Cette finance qui allait investir dans les pays où la main-d'œuvre était 15 fois moins chère Vietnam, qu'aux États-Unis, au Vietnam, au Bangladesh, Non, en mais Chine. il faut quand même dire la vérité sur pourquoi il met les droits de douane. C'est pour récupérer de l'argent, pour pouvoir faire sa baisse d'impôts. Tout à Ça fait. ne concerne pas les pauvres ouvriers de Ford ou d'ailleurs. C'est quand même Et de plutôt baisser pour ses les plus déficits privilégiés. aussi. Arrêtons. Il a exactement 30 000 milliards de dettes aux Tout à fait. États-Unis. Donc avant de faire des baisses d'impôts, il faut d'abord qu'il récupère de l'argent. Les droits de douane, c'est ça. Ça va servir d'abord à 290 ça, avant milliards. de soulager le peuple américain qui a voté bien sûr. aveuglément pour lui. Il y a quand même des choses qu'il faut rappeler. Il y a cette dualité aux États-Unis entre Wall Street d'un côté, qui est le monde de la finance, et Main Street. Main Street, ça fait référence à ce tissu industriel, la création de valeur, vraiment ces emplois manufacturiers. Et Donald Trump, il a pris son parti, il soutient ces employés, ces ouvriers qu'on voit avec leurs casques de chantier qui sont dans l'Assemblée. Et par ailleurs, Wall Street, elle, a systématiquement pris le parti des candidats démocrates durant les 3 dernières élections. Donc il y a effectivement cette ambivalence, et lui fait le choix de créer cette nouvelle ère industrielle aux États-Unis en misant sur le Main Street. La Parce qu'en dimension France, on a nationaliste. accepté- hein. en France, vous ah oui. disiez dans une interview Oui. récente, je suis un nationaliste. On voit à quel point là, c'est de l'économie de En nationalisme. Europe, on faisait, en France, au Luxembourg, en Allemagne, on faisait énormément d'acier avant. Et on a préféré donner notre acier, qu'on a beaucoup subventionné, à Mittal. Mittal nous a dit, je vous jure, voilà, je vais maintenir les emplois en France. Maintenant, c'est fini. Il a bien sûr pas tenu parole, et tout l'acier vient d'Inde. Eh bien, cette désindustrialisation, qui pourrait d'ailleurs un jour nous poser problème si on veut vraiment, comme on l'a dit par ailleurs, nous réarmer militairement, ça pourrait nous poser problème. Eh bien, Trump n'est pas d'accord avec ça. Voilà. On vous sent admiratif de ce qu'il fait. Alors, je ne suis pas admiratif parce que je trouve que le Non, mais the sur jury, cet aspect-là, the jury- sur cet the jury aspect-là. je vais répondre. The jury is out. Donc, je vais voir ce que ça donne. Parce que moi, je juge les politiques sur leurs résultats, pas sur les beaux discours. On a beaucoup de beaux discours en Europe, je juge sur les résultats. Là, il est au pouvoir depuis 72 jours. Donc, on peut peut-être attendre. On verra si sa paix en Ukraine fonctionne, si sa paix au Moyen-Orient fonctionne, si sa politique commerciale fonctionne pour les États-Unis. Moi, je souhaite qu'on ait une politique commerciale à nous, et je l'ai exposé, taxer par exemple les services numériques, voilà, à nous, Européens. Mais pour le moment, je trouve au moins qu'il ne parle pas, qu'il a un langage politique, il fait vraiment de la politique, un langage politique intéressant, il dit des choses, si vous Mais voulez. ce qui est très intéressant, et c'est souvent le cas chez Donald Trump, en fait, il pointe des problèmes qui sont des problèmes réels. Et il a raison, il a en partie raison. Mais la manière de traiter, pour filer la métaphore médicale, le symptôme est la pire des manières. C'est-à-dire qu'il a raison sur le diagnostic, il a tort
sur la manière de traiter en fait le mal qu'il a identifié, qui est le mal de la désindustrialisation et qui n'est pas un problème à venir pour nous, qui est un problème présent pour nous. On est en plein dedans. Et la violence du vocabulaire, dire qu'on a violé les États-Unis, qu'on a volé les États-Unis, qui se sont fait entuber, je dis pas les mots plus. C'est quand même extravagant. C'est vraiment une démagogie pure, parce que personne n'a volé personne. Et donc, violé personne. Les pays asiatiques... Ils étaient très très consentants, les Américains. Non, oui, ils étaient consentants, mais les Chinois ont quand même... Je passe dans mon ancienne ambassadrice en Chine, les Chinois volontairement n'ont pas fait flotter leur monnaie pour précisément faire du dumping par une monnaie, comme toutes les monnaies asiatiques, gardée délibérément très basse par rapport au dollar et aussi à l'euro quand même. C'est sûr. Après, il est vrai que s'attendre à de la subtilité de Donald Trump, que ce soit sur un argument économique ou autre, on pourra attendre pendant très longtemps. Chaque discours est le plus beau discours à jamais, chaque crise est la pire que l'histoire n'a jamais connue. Donc je n'attache pas trop de poids à sa rhétorique et à ses exagérations sur ce point-là. Et M. Gérard a parfaitement raison, c'est les résultats qui comptent, mais le fait ici n'est pas tellement qu'ils disent il faut réindustrialiser, on va cibler exactement les importations étrangères qui sont problématiques pour favoriser l'ouverture de telle ou telle usine. Là, c'est des droits de douane qui sont totales, qui sont universels sur toutes les importations, même sur celles qui pourraient bénéficier des Américains en premier. C'est pas uniquement juste un discours de réindustrialisation. C'est vraiment quelque chose de total. Est-ce qu'il va y avoir une forme de patriotisme, de nationalisme exacerbé? Rappelez-vous la formule, la Corrèze plutôt que le Zambèze qui avait fleuri en France à une autre époque. Regardez ces quelques produits qui commencent à être montrés aux États-Unis avec des, je ne sais pas si on peut montrer en un peu plus grand, avec des formules du genre, voilà, c'est de nouveau fait aux États-Unis. Et il va y avoir une fierté de ça. Hein. Mais il faut qu'on fasse exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des patriotes économiques, que nous apprenions à consommer européen, à consommer français, à repasser en mode circuit court, précisément parce qu'encore une fois, la problématique, elle est réelle. Et c'est ça la réponse. Est-ce que c'est possible? Je ne vais pas refaire le sketch, mais chacun regarde les étiquettes de ses vestes, je vais vous donner quand chacun regarde son téléphone portable. Très concret. Le café. D'accord ? Les Américains consomment énormément de café. Ils adorent le café. La vérité, c'est que les Américains vont pas se mettre à cultiver du café aux États-Unis. Ouais. Donc, le café qui est déjà cher va coûter bien plus cher. Maintenant, la réponse de certains des nationaux populistes qui s'expriment sur le sujet disent on va vous sevrer de café. Et sur les iPhones, parce que les gens adorent leur sortir cet exemple, ils disent en l'occurrence, le petit ouvrier qui vit dans les Appalaches ou en Virginie occidentale, il n'a pas un iPhone 16. Et donc, il n'y a pas de raison pour que vous, qui vous êtes gavé à la mondialisation et qui êtes en capacité de vous payer le dernier iPhone, que vous continuez à vivre ainsi. Il va y avoir un rééquilibrage. Et effectivement, ça va être un moment douloureux. Mais c'est une vision très, très court-termiste. Il y a aussi une autre façon de regarder tout ça. Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le système actuel, notamment aux États-Unis, pouvait continuer encore des années comme ça ? C'est-à-dire 30 000 milliards de dettes et avec des intérêts à rembourser qui sont 15 fois ce que la France a remboursé, qui est le pays vraiment très très endetté en Europe. Et je pense que Sylvie Pierre-Brossolet dit quelque chose de très intéressant. Les droits de douane, ce sont des impôts. Et avec ces impôts, il va falloir effectivement réduire les déficits. Les États-Unis ont des problèmes de déficit commercial, donc ça va certainement aider. Et ils ont des problèmes de déficit public majeur. Est-ce que ça peut durer comme ça ad aeternam ? Eh bien, peut-être qu'à un moment, il faut qu'un type, de manière assez claire, sans doute brutale, disent maintenant stop, on va faire une autre politique. Qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de dire, en quelque sorte, qu'il y a une sorte de retour à l'économie réelle, une économie un peu plus réelle. Oui, plus réelle que cette économie qui est fondée sur la dette aux États-Unis, quand même. La fabrication En même temps, il y a la planche à billets. Oui, c'est ça, voilà. Donc, le dollar est roi. Oui, c'est ça, ils vont pas nécessairement... Jusqu'à ce que le monde se dédollarise et que là, il y a une crise encore beaucoup plus grave. Mais ça, c'est déjà mentionné dernièrement, c'est-à-dire il y a une pression, et donc avant qu'il ne soit trop tard, il est temps d'activer un peu cette marche arrière sur ce puits de la dette qui est abyssal. Vous avez dit 27 000 milliards, c'est considérable. Vous parliez de la jubilation tout à l'heure. Il faut écouter ce moment où Trump dit le jour qu'ils vivent là, c'est pas que de l'économie, c'est en quelque sorte de la grande histoire à ses yeux. Il fait la comparaison même avec l'indépendance, le jour de l'indépendance. Écoutez. Mes compatriotes américains, c'est le jour de la libération.
Nous l'attendions depuis longtemps. Le 2 avril 2025 restera jamais dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine, le jour où l'Amérique a repris sa destinée et le jour où nous avons commencé à rendre l'Amérique à nouveau riche. Nous allons la rendre riche, bonne et prospère. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et saccagé par des nations proches et lointaines, amis comme ennemis. Rappelez bien l'histoire pour l'écolier américain qui a potassé ça quand il était gamin, quand il fait allusion au jour de l'indépendance, il fait allusion à quoi exactement ? Le 4 juillet 1776, qui est le jour où les pères fondateurs, Washington, Franklin, Adams, Revere, etc., ont déclaré leur indépendance de la couronne anglaise. C'est ça le jour. Et ici, Donald Trump utilise très clairement l'image pour dire on déclare indépendance de tous ces usurpateurs étrangers. À ceci près que dans sa rhétorique, il dit bien que ce n'est pas le début d'une guerre, mais c'est la fin d'une guerre qu'il est en train de mener. Là. Donc effectivement, du moins dans les propos, dans le terme qu'il emploie, il insiste qu'il Attendez, Nicolas Conquer, vous nous emballez, vous nous prenez pour des jambons, là, Nicolas Conquer. C'est la fin d'une guerre. Vous nous ouvrez la guerre, vous nous déclarez la guerre, vous nous dites à tout patelin, là, vous arrivez tout miel. Le protectionnisme, comme ça a été fait sur ce plateau, évidemment, il faut acheter américain aux États-Unis, il faut acheter en France, achetons français. Mais où est-ce que ça finit tout ça ? En guerre. Oui. En guerre. On est dedans. Et la guerre économique précède souvent la guerre militaire. C'est ça le risque. C'est pour ça qu'il y a des mouvements de panique et que les gens sentent une angoisse. Oui, ça c'est pas sûr parce que avant la guerre de 14, je suis sûr jamais les échanges économiques ont été meilleurs entre la France et l'Allemagne. Jamais. Non, ça peut. C'est pas forcément bon, mais je crois pas du tout qu'il va y avoir une guerre entre l'Europe et les États-Unis. Mais répondez exactement quand on a quelqu'un, un Américain, Nicolas Conquer, qui vient dire sur ce plateau que chacun soit protectionniste. Et le monde ira bien, que les Français achètent français, les Américains... Nous faisons un partenariat avec l'Inde. Oui, nous faisons un partenariat avec l'Inde. Nicolas Conquer a eu raison de me corriger quand je disais que les Indiens mettaient 40% de droits de douane sur les automobiles. En fait, c'était pas vrai. C'était 120%. Voilà. C'est 3 fois plus. Il y a un juste milieu. Surtout, si on pousse la logique, qu'est-ce qu'on va recommencer à produire les chaussettes, chaque composant de nos téléphones, les voitures, mais c'est absolument impensable. Ce qu'il faut faire est en vérité très simple. Il faut bien évidemment protéger les industries qui sont cruciales à nos intérêts vitaux. Il est vrai que si demain, il y a une guerre en Europe, la France n'est pas capable de produire par elle-même des obus ou des uniformes, c'est un problème. Mais après, s'attendre à ce que tous les objets, tous les services dans lesquels nous dépendons jour pour jour puissent être faits en France, c'est absolument impensable. Regardez l'angoisse dans laquelle l'analogie mais c'est pas en France, c'est en Europe. Covid, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la souveraineté sur les médicaments. Mais bien sûr. Bon, point 1, même pas pour les masques. Oui. Et puis, il y a ce problème dément pour l'Ukraine, du renseignement. Donc, c'est vraiment les services américains en matière de technologie nous ont tellement devancés qu'avant qu'on retrouve une souveraineté, il y en a pour 30 ans. Mais on pourra acheter des chaussettes espagnoles. Quand on dit les chaussettes et les lacets, c'est sur le marché européen, Louis Sarkozy, parce que nous avons quand même une zone commerciale qui fonctionne et qui fonctionne depuis très longtemps. C'est une des choses qui fonctionne le mieux en Europe. Mais même en restant entre nous, on a des manques terribles. Regardez, les F-35, on est obligé de les acheter. Non, il y a un avion qui est très bien, qui s'appelle le Rafale. Non, mais on en a 4 par an. Alors, l'analogie du crayon à papier, rendue très connue par le grand économiste et le père de la droite américaine Milton Friedman, est fantastique. Parce que chacun d'entre nous aujourd'hui peut descendre à la supérette en bas de la rue et acheter un crayon à papier pour un peu moins d'€1. On n'y réfléchit même pas. Et Milton Friedman pose la question intéressante. Il dit, si je devais produire le crayon à papier moi-même, à partir de tout, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait trouver l'arbre, le fêler, aller dans les mines de graphite, faire pousser et récolter la gomme, assembler tout ça, le faire standardiser. Et maintenant, si on voulait le produire dans des quantités qui rendent que le prix du crayon à papier devient un peu moins d'€1, je pense que la somme pour un individu de faire ça, c'est aux alentours d'1 million ou d'1,5 million d'euros. Enfin, c'est des choses absolument pharaoniques. Le burger, c'est la même chose. Tuer la vache, aller récolter les tomates, etc. Donc c'est impensable. Le protectionnisme est intéressant sur les industries vitales. Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'aspirine, plus de Doliprane en France, que les médicaments étaient fabriqués en Chine et que les masques aussi, et que les Chinois ne voulaient pas nous en donner ni nous en vendre. Voilà. Donc à un moment, oui,
industrialisation. Sur les industries. L'Europe, et sur 450 millions de personnes, on peut être capable de faire ça se tout. paye, c'est cher. Oui. Et c'est ça qu'il faut aussi dire, la vérité. Bien sûr, c'est cher. que, évidemment, si on veut se passer de la main-d'œuvre chinoise et faire chez nous, ça coûtera plus cher avec nos systèmes sociaux. Donc, il faut dire mais il y aura moins de très chômage. clairement le prix que ça aura. L'ouvrier, d'avoir les médicaments chez nous, les services numériques chez nous et les chaussettes chez nous. Le travailleur, comme disait Arlette Laguillet, les travailleurs doivent être privilégiés par rapport aux consommateurs. Voilà. Bien sûr. Et ça fait beaucoup de bien d'entendre le Figaro citer Arlette Laguillet. Merci. J'espère que c'est une téléspectatrice assidue de LCI. Arlette Laguillet, on la salue si elle nous regarde. En tout cas, à ce jeu-là, qui sera gagnant et qui sera perdant? Dans l'esprit de Trump, ce qui est très clair, c'est que l'Europe doit en ravaler. Écoutez avec quelle dureté il parle des Européens. L'Union européenne, ils sont très durs en affaires. On se dit généralement que l'Union européenne est très amicale. En fait, ils nous arnaquent, c'est triste à voir, c'est pathétique. Ils nous font payer 39%. Nous allons les taxer à 20%. En gros, c'est la moitié. Nous continuons cette émission spéciale. Je vous rappelle les titres. La guerre commerciale est lancée. Un bond des marchés est-il à venir? Au contraire, pour l'instant, c'est un effondrement de beaucoup d'indices boursiers. On les découvrira dans quelques instants. Il y aura une riposte. Emmanuel Macron sonne le rassemblement, réunion en extrême urgence à l'Elysée avec 2 étapes. Une réplique mi-avril, une autre fin avril. Et puis tout à l'heure sur LCI, l'entretien exclusif de Jordan Bardella qui répondait à David Pujadas. Il n'y aura pas de plan B, dit-il, après l'inéligibilité de Marine Le Pen. D'abord, la liste des pays visés. L'Europe, on l'a vu, on va regarder exactement quels sont les pays qui sont visés avec un peu plus de détails ce soir sur les catégories, sur les conséquences pour les secteurs. J'aimerais votre regard là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que cet ordre a un sens dans l'esprit des Américains et de Donald Trump? Chine en premier, Europe en deuxième. Le fait que l'Europe soit citée en deuxième, est-ce que ça a un sens particulier? Non, mais alors, pendant son premier mandat, d'ailleurs, il avait dit que les Européens étaient des ennemis pires que la Chine et qu'une fois qu'il aurait réglé le problème chinois, il s'attaquerait aux Européens. Donc cet ordre n'est pas du tout surprenant. Maintenant, avec la Chine, en 2020, il avait conclu un accord en réalité. C'est un accord dit de phase 1 parce qu'il poursuivait la négociation qui a été arrêtée par le Covid. Mais c'est ce qu'ils cherchent aussi. Et il avait obtenu des Chinois qu'ils achètent davantage de soja, davantage de produits américains. Et je pense qu'il est toujours sur cette logique-là avec les uns et les autres. Le déficit est resté à 400 milliards de dollars. C'est-à-dire que Sylvie a raison, il est passé de 590 à 390 milliards de dollars, mais il reste un déficit du commerce extérieur de l'Amérique avec la Chine quand même très important. Et pourquoi la Chine était passée par le Mexique. Pourquoi cette dent particulière contre les Européens? Restons aux Européens, qu'on comprenne bien. On ouvre vraiment le chapitre des Européens. Pourquoi cette dent si dure, si particulière contre les Européens? Le mépris. Donald Trump nous méprise d'une certaine façon. Il nous méprise à cause de notre faiblesse, notre prétendue faiblesse militaire, à cause de notre puissance passée, à cause de ce que, et J.D. Vance l'a rendu très clair à travers plusieurs déclarations, à travers notre prétendue faiblesse au sujet de notre submersion migratoire. Et je ne peux pas vous dire à combien de dîners j'ai participé avec des amis républicains, et notamment des hauts représentants du parti républicain, qui m'expliquaient que si on ne pouvait même pas défendre notre propre frontière, comment allons-nous, par exemple, tenir face à Poutine? Que ce n'était pas du tout crédible. Et aussi, et au cœur du message de Donald Trump depuis sa première campagne, c'est cette idée qu'on profite du parapluie sécuritaire américain, qu'on ne paye pas pour notre propre défense, et s'il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est ce genre de faiblesse. Donc la vérité, c'est que Donald Trump méprise l'Europe. Il la méprise. Et c'est pour ça qu'on est numéro 2 sur cette liste, juste derrière la Chine, qui est bien évidemment l'adversaire principal. Mais objectivement, on a coûté cher aux États-Unis en termes de défense. C'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils financent l'essentiel de notre défense conventionnelle, l'OTAN. Ils l'ont voulu. Ils ont des troupes dans toute l'Europe. Et ça leur coûte très cher, objectivement. Et nous, on s'est confortablement vautrés dans une sieste stratégique confortable où on finançait nos systèmes sociaux sans avoir à financer des conventionnels importants. Ils l'ont voulu. Après ils l'ont voulu. C'était aussi une façon de nous tenir. Bien sûr.
sûr, et il y avait de une vraie dominer le volonté monde. impériale. Mais c'est vrai que ça leur coûte cher et que maintenant ils font la balance, ils se disent mais au fond qu'est-ce que ça nous rapporte vraiment si on peut faire cracher les Européens au bassinet pour se financer leur propre défense. Et d'ailleurs on s'y dirige tout droit au nom de notre souveraineté européenne. Donc il va au moins obtenir ça. C'est vraiment là où Gallagher et Nicolas Conquer avaient particulièrement raison sur le fait que Donald Trump parfois a des points qui sont profondément vrais. Au début du premier mandat, quasiment personne ne parlait du réarmement européen. C'est lui qui a créé ce débat-là. Au début du premier mandat, quasiment personne ne parlait du fait que des pratiques déloyales de la Chine, ou en tout cas ça existait parmi des cercles privés, mais pas du tout, c'était pas un sujet qui était omniprésent dans l'actualité politique. Encore une fois, il met le cap, et même si la méthode dans l'instant, ou le remède plutôt au problème, ne fait pas du tout consensus, sur 2-3 points, effectivement la société américaine le suit. Les tarifs, les droits de douane du premier mandat ont été maintenus par l'administration Biden. Il faut remarquer que l'administration Biden, dans la politique, a complètement suivi la politique chinoise de Trump, parce que Trump, c'est quand même le premier président, le premier leader occidental même, à avoir dit la réalité. C'était à Davos en janvier 2018, devant tout le monde. Il a dit, il y avait des Chinois qui étaient assis là, il a dit « Maintenant, messieurs les Chinois, vous arrêtez de voler ». Personne n'avait osé jamais parler à la Chine comme ça. Et il avait raison. Et Biden a totalement poursuivi à 100% la politique chinoise de Donald Trump. Si on revient sur la liste que tient Donald Trump dans cette conférence de presse, effectivement, on commence par la Chine, on a l'Union européenne qui est évidemment considérée comme un tout, malgré le fait que lui ait émis le souhait de pouvoir négocier individuellement avec chacun des pays. Pas pour nous affaiblir, mais juste parce que, effectivement, les spécificités, les dynamiques et les exports stratégiques de l'Allemagne n'ont rien à voir avec la filière vin et spiritueux française qui va exporter vers le marché américain. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'interroge pour savoir pourquoi est-ce que la Russie et la Biélorussie ne sont pas présents dans cette liste-là. Effectivement, eux sont sous embargo, il y a des sanctions déjà, et il n'y a pas de commerce qui se fait avec les États-Unis et la Russie. Il y a accessoirement les grands absents sont le Mexique et le Canada, qui avaient fait partie des premiers pays qui étaient visés par rapport à des sanctions, plutôt de manière à les faire de manière coercitive, de manière à ce qu'ils gèrent les afflux vers la frontière. Nicolas Conquer, on va vous passer une archive. Vous allez nous répondre quand même, parce qu'il y a eu ce mot terrible de Trump disant, c'est la traduction que vous donniez, je vous cite, Sylvie Berman, les Européens nous baisent. Oui. Ont voulu nous baiser. Voilà. Oui, absolument. Voilà, écoutez cette archive-là et vous répondrez, parce qu'au fond, vous êtes européen, vous êtes français aussi ? Je suis franco-américain. Voilà, vous êtes franco-américain. En quoi est-ce que les Européens auraient tenté de vous faire tant de mal ? Écoutez d'abord ce que disait Donald Trump. L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Écoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Alors, à quel moment a-t-on voulu vous faire tout ce que dit Donald Trump ? Bon, là, c'est le langage fleuri de l'homme du Bronx, de Queens, pardon, le New-Yorkais, où on gueule, qui effectivement cherche aussi à justifier la mise en place de son plan. Donc en soi, il ne l'appuie pas sur un élément historique ou sur une relation transactionnelle difficile qu'il ait pu avoir, mais il réaffirme l'enjeu et la nécessité d'imposer son plan de barrière douanière. En réalité, on a un gros souci avec cette administration, c'est pour ça qu'on ne pourra pas négocier. Vous pouvez payer tous les droits de douane que vous voulez, vous pouvez augmenter vos dépenses de défense à 20% de votre PIB. Le problème, il est sur les valeurs. Et c'est ça qui est tétanisant, c'est qu'on se rend compte que nous n'avons plus beaucoup de valeurs en partage avec cette administration. Et c'est ça qui rend la conversation très difficile, voire impossible. C'est pas une affaire de transaction, c'est pas une affaire de fric, si vous me permettez l'expression. C'est une affaire de valeurs. Et ils sont en train de provoquer un choc systémique majeur qui est une sorte de glas. Et qui est en train de sonner. Mais vous voulez dire qu'on fort. comprenne bien, c'est de l'idéologie. L'idéologie est plus forte que l'économie dans leur esprit ? Oui, bien sûr. Oui. On est dans une logique un peu post-libérale. Et d'ailleurs, quand J.D. Vance vient à Munich faire son discours, c'est littéralement sur le sujet des valeurs qu'il pointe du doigt. Et en l'occurrence, le glas. Il dit le problème, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Le problème, il vient de vous. Et c'est là la censure, les menaces sur la liberté d'expression, la démocratie. C'est parce que l'Europe essaye de maintenir, malgré tout, un système de valeurs du vieux monde peut-être, démocratique avec ses valeurs, les Lumières, etc. Et on est un peu les derniers au monde à défendre ce modèle et on n'a toujours pas compris que les Lumières étaient éteintes. Et alors c'est vrai qu'on est entré dans un deuxième univers où on rame derrière, on essaye désespérément de laisser quelques règles, de mettre un peu de rationalité partout, où il n'y en a déjà plus de droit. Regardez, tout le système multilatéral est mort. L'OMC, il n'y en a plus, l'ONU, il n'y en a plus. Enfin, le droit international ne régit plus rien. Écoutez, à partir du moment où Poutine
conquiert petit à petit des bouts de territoire, on finit toujours par s'écraser. Les États-Unis mettent des droits de douane, on réplique pas vraiment. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, tout un système qui était hérité de la Deuxième Guerre mondiale qui a été mis en place et qui est en train de peu à peu s'effacer. Il faut se méfier de la notion de valeur, si je peux me permettre. Mais pour l'instant, on n'a plus les mêmes. Oui, non, mais mais à un moment, on en a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens en France, et tout le Parti démocrate a voté l'invasion de l'Irak. Tout le Parti démocrate, voilà. Sauf des gens qui étaient contre les néoconservateurs. Et au nom des valeurs, au nom de la démocratie, il s'agissait d'exporter la démocratie. Pourquoi les Arabes n'ont pas le droit à la démocratie? On va leur donner, on va leur apporter, etc. Au nom des valeurs, tous ces gens qui partagent ces valeurs ont mis un chaos extraordinaire en Mésopotamie, un chaos qui n'est toujours pas résolu. Alors, essayons de regarder les relations internationales sous l'angle des intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Alors, ils ont des valeurs qu'ils défendent chez eux. Alors, évidemment, en tant qu'Européens, on se sent beaucoup plus proche des Américains parce que, quitte à être dominé par un empire, on préfère être dominé par l'empire américain que l'empire chinois ou l'empire russe, ça c'est sûr. Mais les pays ont des intérêts et ils doivent les défendre. Nous avons mutualisé les intérêts en Europe, notamment pour le commerce. C'est quelque chose qui marche bien. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas parce que ça marche bien. Et il faut défendre aujourd'hui nos intérêts calmement. Un point sur le soi-disant, le fait que l'Europe soit la dernière patrie en vérité qui défendent le droit, mais j'ai du mal avec cet argument pour une simple raison, parce que il me semble que quand on dit que le droit international est la raison pour laquelle nous avons vécu cette sieste stratégique et cette paix mondiale, je trouve que c'est un peu confondre le symptôme et la cause. Le droit international n'a pas créé l'époque de paix dans laquelle nous vivons. C'est la victoire totale de la Deuxième Guerre mondiale qui a créé le droit international et donc cette paix. Et la seconde où de vrais adversaires renaissent, telle la Chine ou telles les agressions russes, immédiatement, bien sûr, le droit international vacille parce qu'il n'existait que dans un vide. Il n'existait que dans ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire. Il n'a jamais, c'est vraiment la thèse de Wilson, l'idée qu'on pourra faire des grands traités, la sécurité internationale sera gardée par ces grands traités, n'a toujours été qu'une illusion. Et c'est la force américaine qui gardait la paix et qui était la force de frappe du droit international et pas du tout l'inverse en vérité. Ben oui, donc, ce qui a suivi les valeurs de Wilson, c'est quoi? C'est le financement par les États-Unis d'Amérique du réarmement nazi. C'est ça exactement qui s'est passé dans l'histoire.